Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sab. Aujourd'hui, je vous donne 3 avis lecture de mes dernières lectures. Là, vous entendez sûrement, je suis un peu enrhumée. Oui, ma tante Sabine, elle est malade. Là, je sais ce que vous vous dites. Pauvre enfant, le sang s'acharne sur elle, mais la guerre, la famine dans le monde, c'est rien par rapport à sa situation. Quelle guerrière, quelle femme du monde, quelle héroïne de se présenter devant la caméra dans un tel état. Non, je n'ai pas besoin de votre pitié. J'assume ma maladie. Puis là, quand je dis ma maladie, c'est pas le cancer, c'est bien un esti de petit rhume. Et je pense que je le mérite parce que je me suis crue plus forte que la nature. Moi, comprenez-vous, je suis une tante. Et j'aime beaucoup mon neveu de 3 ans. Il était malade, mais je suis quand même allée le voir en me disant que sera, si je serai malade, je serai malade. En me disant secrètement comme des gens comme moi, ça tombe pas malade, franchement. Eh ben non, les dieux m'ont puni, ils m'ont foutu un foutu rhume. Donc j'ai attrapé ce rhume par amour pour mon neveu et par bravade face aux dieux qui m'ont puni. Cessons, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je suis là pour vous donner mon avis sur 3 dernières lectures que j'ai faites. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un Alexandre Dumas, père, pas le fils, le père, qui est quand même assez peu connu, qui s'appelle Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur sur ce livre-là. Deuxième que je vais vous parler, c'est L'orpheline du temple de Victoria Mass. Ça vous dit peut-être quelque chose, c'est elle qui avait écrit Le bal des folles que j'avais beaucoup aimé. Mais celui-là, trop ordinaire. Et enfin, je vous parle de Strange Houses de Uketsu, que je suis énormément déçu. Je ne comprends pas la vibe. J'avais lu Strange Pictures que j'avais trouvé correct, ok, ça m'avait diverti, mais l'autre, je suis comme, mais voyons, Uketsu, là, qu'est-ce que c'est ça? Fait que sans plus parler et sans plus tarder, disons les deux, commençons cette vidéo de cette semaine. Ok, premier livre dont je vais vous parler, là, je suis tombée là-dessus au hasard, mes petits amis. Moi, je vais souvent sur le site de la bibliothèque BANQ sur les livres numériques. Des fois, je me cherche une petite lecture de même sur mon livre numérique que je traîne avec moi quand je suis à l'extérieur de la maison. Et je suis tombée là-dessus. Gabriel Lambert, le bagnard de l'opéra j'allais dire Gabriel Dumas, Alexandre Dumas. Père. Très important, pas le fils, le père. Et je me disais, je connais ce pouce. Fait que je l'ai lu et j'ai eu une vraiment belle découverte. Donc on se demande comment ça se fait que c'est pas si connu, ben parce qu'Alexandre Dumas, il en a écrit en crise des livres, on va se le dire, là. Et celui-là, il a été publié en 1844. Il a été publié là ça s'explique pourquoi on l'a peut-être pas trop connu, entre Les Trois Mousquetaires, qui est un très grand succès, disons-le, et Le Comte de Monte Cristo, qui est un autre très grand succès. Donc on peut se demander s'il a peut-être pas tombé d'un crack du divan, s'il a pas disparu entre 2 grands succès. Donc disparu entre 2 grands succès, mais pas moins un excellent roman. Donc le livre, c'est l'histoire de Gabriel Lambert. Là, avant toute chose, là c'est une petite remarque personnelle. Mais moi, tout le long que je lis ce roman-là, Gabriel Lambert, Christian, on dirait que c'est le gars qui habite à côté de chez moi, là. Je trouve que c'est un prénom tellement commun qu'on pourrait entendre n'importe où, dont dans une salle d'attente à l'urgence où on serait comme assis pour on entendrait Gabriel Lambert demandé salle 5, Gabriel Lambert salle 5. Je pense que c'est vous, Gabriel Lambert. Allez, si on vous appelle. Mais là, ça, c'est une petite remarque personnelle. Je lisais, puis j'étais comme Gabriel Lambert. Il me semble que c'est pas un nom du 19e siècle. Il me semble que c'est un gars qui travaille dans la construction, puis qui écoute Occupation Double le soir. Mais c'était pas ce gars-là. Donc, l'histoire, c'est Gabriel Lambert, c'est un paysan qui a réussi à monter dans la société, qui est un paysan français qui vient d'une famille super pauvre qui avait pas de richesse, pas rien, et qui a réussi à monter dans la société en faisant des arnaques, en faisant en fait de la fausse monnaie. Parce que très jeune, il a été reconnu comme étant un bon reproducteur, il écrivait des lettres, il reproduisait une écriture parfaite, puis il a décidé de s'en servir pour faire le mal. Mais enfin, c'est le mal quand on est pauvre pour aller abuser de riches qui, eux, font-ils pas le mal, mais ils font, disent-ils faire le bien, mais enfin, il y a des gens qui meurent de faim. Ça, c'est un autre dossier. Et le roman met en scène, au début, ce qui est intéressant, c'est que Alexandre Dumas se met lui-même en scène. Il est dans un endroit où il se repose, il veut écrire un livre, puis là, il croise un gars qui dit, ce gars-là me dit quelque chose, je sais pas c'est qui. Et il se rend compte que c'est un gars qu'il a croisé dans la haute société à Paris. Et là, le livre va raconter toute la mésaventure de Gabriel Lambert. Puis Gabriel Lambert, là, tu sais, t'as beau dire, ah, il a quand même monté en arnaquant, il est dégueulasse, il est affreux, c'est un crotté, c'est un méchant, il est pas aimable, il est pas agréable, il a menti à une jeune fille, il a menti à plein de monde, il a foutu la merde. Puis c'est pas un justicier, là, qui a voulu comme révolutionner, c'est un gars qui a voulu monter dans la haute société, puis qui a juste arnaqué tout le monde autour de lui, il est détestable. Plus que ça, le roman, c'est une réflexion sur l'époque, là on est quand même au 19e siècle, à la mi-19e siècle environ, sur la peine de mort. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que quand Alexandre Dumas le croise dans ses vacances, Gabriel Lambert, c'est pas un gars qui croise comme ça sur la plage, c'est un bagnard. Donc un bagnard, c'est quelqu'un qui doit faire des travaux forcés pour racheter sa peine. Et dans le roman, il y a une super belle réflexion sur la peine de mort, à savoir est-ce qu'elle doit être appliquée à tout? Est-ce que tout euh,
crime doit être signé de peine de mort. Est-ce qu'on peut pas trouver une autre solution? C'est intéressant parce que c'est une réflexion d'il y a 150 ans sur la question. Mais en même temps, en dessous, il y a quand même une autre réflexion sur la montée sociale. Gabriel Lambert réussit à rentrer dans une société qui fut pas si longtemps, était très, très, très fermée à une noblesse, à des champs de descendance de terre. Puis là, il réussit, grâce à l'argent, à faire une genre de bourgeoisie et de monter dans la société. Une société qui commence à être en changement au 19e siècle. Moi, sérieux, si vous voulez lire Alexandre Dumas, c'est sûr qu'il y a Les Trois Mousquetaires, c'est sûr qu'il y a Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot et tous ces trucs-là qui sont des excellents romans. Mais il y a aussi des petits romans qui écrit qui valent la peine d'être lus, dont Gabriel Lambert, Le Bagnard de l'Opéra. Le prochain livre dont je vais vous parler, puis que j'ai eu une petite déception, c'était L'Orpheline du Temple de Victoria Mass. Victoria Mass, je la connaissais par Le Bal des Folles, que moi j'avais quand même bien aimé. Je sais qu'il y a des critiques so-so, des critiques élogieuses. Moi, j'avais quand même beaucoup aimé ce roman-là. J'ai vu L'Orpheline du Temple, qui parlait justement de Marie-Thérèse, qui est la fille de Louis XVI de Marie-Antoinette, qui était restée enfermée dans la prison du Temple. J'ai tout de suite sauté dessus parce que c'est un roman historique que j'adore. Soit la Révolution française, l'histoire de France et tout ça. Donc, j'ai vraiment embarqué, mais j'ai été déçue. Je trouve que le roman manquait d'une certaine substance. Je sais pas comment le dire. Dans le roman, on est en Révolution française et là, il faut comprendre que, bon, dans la vie, tu peux être pro-monarchie, contre-monarchie, pro whatever que tu veux être dans la vie, à gauche, à droite, en haut, en bas, en avant, en arrière. Ce que la famille royale a vécu pendant la Révolution française, c'est quand même assez monstrueux, particulièrement leurs enfants. Et ce que je trouve intéressant avec ce roman-là, c'est qu'on parle souvent de Louis, le futur qu'il a été, qu'il n'a pas été, Louis XVII, le fils de Louis XVI et Marie-Antoinette, mais on parle souvent très peu de Marie-Thérèse, qui est leur fille, qui, elle, a survécu, et les trois autres en sont décédés. Et du fait qu'on l'a quand même assez abandonnée, qu'on l'a laissée à son sort, qu'elle a vécu des choses quand même assez horribles. Rappelons que la famille royale a été enfermée à la prison du Temple. Louis XVI se fait exécuter en janvier 93, Marie-Antoinette va faire exécuter en octobre 93, et les enfants vont rester. Là, il faut comprendre qu'avant l'exécution de Marie-Antoinette, son fils a été mis à part dans une autre cellule, donc lui, il a grandi à part de tout ça, en sachant tout ça, rien de tout ça. Mais Marie-Thérèse est restée avec Marie-Antoinette, sa mère, et sa tante, Madame Élisabeth, qui était la sœur de Louis XVI. Et le jour où sa mère, Marie-Antoinette, s'en va se faire exécuter, Marie-Thérèse le sait pas. Sa mère se fait transférer de prison, elle n'a jamais su avant quelques années que sa mère était morte. On lui enlève aussi sa tante Élisabeth. Elle ne sait pas non plus que sa tante Élisabeth s'est faite exécuter. Donc, elle vit dans des conditions horribles avec de la négligence, de l'inconscience, elle avait pas de soleil, on lui barrait les fenêtres, on lui enlevait le nécessaire à la base de la vie. Donc c'est quand même assez terrible. Rappelons qu'au début, elle avait 14 ans et quand elle est sortie, elle avait 17 ans environ. Donc c'est une adolescente, là, c'est pas une adulte qui avait conscience de tout ce qui se passait. Et le roman, c'est un personnage, c'est un jeune homme qui, lui, est placé à la prison du Temple pour surveiller justement les prisonniers. Donc il y a son frère, Louis XVII, et il y a elle, Marie-Thérèse. Et lui, le personnage, c'est au début, il est pro-révolution, il embarque là-dedans avec entrain, il va être touché par le sort de cette jeune fille-là. Le positif du roman, c'est les conditions d'enfermement, connaître les conditions d'enfermement de cette jeune fille-là, c'est qu'elle a vécu, qu'on parle souvent de son frère, mais très peu d'elle. Donc, à la fin de la Révolution, elle a été transférée à Vienne elle a été comme échangée comme otage contre des soldats euh, français. Elle est partie à la cour de Vienne, donc dans la famille de sa mère. Son frère, lui, est mort. Il est mort de mauvaises conditions. Et ce roman-là pose des bonnes questions à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les enfants de la Révolution. La Révolution pouvait-elle tuer des enfants? Non, parce qu'elle aurait été monstrueuse, mais en même temps, peuvent-ils les laisser en vie parce que il peut revendiquer le trône après? Il y a quand même une bonne question où la Révolution, les révolutionnaires étaient coincés entre deux idées. Mais le roman manquait de substance. J'ai de la misère à croire au personnage principal qui est full révolutionnaire puis qui tombe complètement dans une protection de cette jeune fille-là. Émue. C'est beau, c'est correct, mais j'ai de la misère à y croire. Il y a un petit ton. Là, dans la vie, comme j'ai dit plus tôt, tu peux être pro-monarchie, pas monarchie, whatever, tu fais ce que tu veux dans la vie. Tes idées te regardent, mais le ton était toujours comme si euh, ça tournait un peu vers la pauvre monarchie, cette pauvre famille-là qui avait rien fait, cette monarchie-là qui réunissait les peuples. Je trouve que ça tombait un peu trop dans une... Je sais pas si c'était le but de l'autrice, mais qui tombe un peu plus dans une défense de certains... Je sais pas comment dire, je sais pas comment m'exprimer, mais qui... Ça défendait un peu cette idée d'une monarchie sans défense qui s'est fait avoir, écrasée. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il faudrait une analyse un peu plus
intéressante. J'ai été un peu déçue du ton qui a été utilisé. Comme si le personnage les détestait à la fin, comme ah, mais le roi réunissait tout le monde, mais le roi était-il la solution à tout ça? Avons-nous mal fait? Est-ce que la monarchie finalement était pas si terrible que ça? Ça, c'est mon impression, c'est mon opinion. Peut-être que d'autres liront autre chose, mais c'est l'impression que j'ai eue par rapport à ce ton-là. Mais je lisais des critiques qui avaient peut-être des livres plus intéressants sur la période, dont un que j'avais lu qui est Mousseline, la sérieuse, je pense, de Sylvie Yvette, qui était sur la vie de Marie-Thérèse, et un que quelqu'un a proposé qui était très intéressant, c'était La Chambre de Françoise. Oh, attendez, là, j'ai le nom ici. Chandernagor, qui semble être plus sur Louis XVII et son emprisonnement à la tour. Donc, j'ai l'impression que je vais peut-être aller me tourner vers ce roman-là pour ce thème-là. Donc, finalement, peut-être une petite déception face à des personnages qui tournent rapidement, une vision de la monarchie que j'aurais aimé voir plus critiquée, plus nuancée, du moins. Le dernier dont je vais vous parler, c'est une grande déception. Strange Houses de Uketsu. Ouais. Écoutez, j'avais lu Strange Pictures. Puis j'ai trouvé ça correct. C'est la première chose que je lisais de lui. Puis au début, j'étais quand même emballée. Puis après ça, je lisais des critiques. J'étais comme, ils ont raison. C'est un peu ordinaire, finalement. Fait que j'ai été sur Strange Houses. Et ça commence bien, le roman. Mais à la fin, j'ai été, voyons donc, pourquoi t'as été là? Il aurait pu faire quelque chose de bien mieux. Selon moi, que j'avais écrit un livre qui pense qu'il peut faire mieux que tout le monde. Bref, Oketsu, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gars ici qui montre jamais son visage, qui est un japonais. Là, ce que je comprends, c'est qu'il était un genre de YouTuber avant. Puis il a commencé à écrire des livres, puis il est un succès phénoménal au Japon. Strange Houses, ça commence avec un gars qui, son ami veut acheter une maison, fait qu'il montre les plans, puis il trouve ça étrange qu'il y ait un petit espace inutile dans la maison. Puis il pense, il demande à son ami architecte d'étudier ça, puis il dit ah c'est bizarre, Puis le gars ça pourrait servir à ça. Puis il y a pas beaucoup de fenêtres. Puis là l'histoire, l'intrigue commence à se demander pourquoi il y a cet espace-là. Est-ce que ça servirait à des meurtres? Est-ce que c'est volontaire? Qu'est-ce qu'il y avait là? Ça, c'est l'intrigue qui commence, puis c'est quand même intéressant. C'est sûr que là, de dire, parce qu'il y a un espace supplémentaire présumé qu'on tue du monde, hey, on se calme le beau lot une petite seconde. Mais bon, ça sert le roman, ça sert le polar, là, tu sais, on sait on embarque dans un thriller. Mais ce qui me dérange, c'est que ça aurait pu être super intéressant, puis la fin est allée dans quelque chose de complètement capoté, absurde selon moi, qui tient pas tant la route, qui m'a franchement beaucoup déçue. Je vous dirai pas c'est quoi parce que je laisse lire le livre, mais on tombe dans quelque chose d'une histoire de famille. J'ai l'impression que l'auteur aurait pu aller dans quelque chose de plus thriller, plus gore, plus trash, mais il a décidé d'aller là, puis bon, moi ça m'a déçu. Là, j'ai la même critique que Strange Pictures, c'est qu'il y a beaucoup de dessins. Là, un moment donné, fais-en un. Puis mets-le comme en annexe à côté, puis on pourrait se référer. Parce que là, sur les pages, on dirait que 50% c'est des dessins. Puis je sais, des fois, peut-être je peux être pas vite vite dans la vie. Mais quand même, t'es pas obligé de me remettre le même dessin 50 fois pour me réexpliquer une autre affaire ou une autre pareille affaire. Je trouve qu'il y avait beaucoup de dessins. Je suis conne, mais pas tant que ça dans la vie, là. Mais bon, c'est l'idée du roman un peu, là. C'est son univers. L'écriture est simple, est facile, des fois un peu trop simple, mais ça, j'ai comme l'impression que c'est une question de translation, ça va l'anglais, de traduction peut-être du japonais aux langues occidentales, l'anglais ou le français. Peut-être que dans le japonais, le rythme est un peu différent, puis quand ça se traduit mal dans une autre langue. Bref, j'ai été vraiment déçue de ce roman-là. J'avais trouvé correct Strange Pictures, Strange Houses, OK, mais une fin que je trouve très décevante. Est-ce que s'il y en écrit un autre, je vais sûrement le lire? Probablement, parce que je suis une femme facile, mais parce que, bon, c'est un divertissement, mais en tant que tel, j'ai été vraiment, vraiment déçue de la chose. Fait que, non, c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.